De l'eau glacée inonde le pont principal et, en 30 secondes, le ferry gîte de 30 degrés sur bâbord. À la fin des années 1970, Townsend Thoresen a commandé 3 ferries identiques pour la ligne Douvres-Calais, livrés en 1980. Les navires de la classe Spirit ont été nommés Spirit of Free Enterprise, Herald of Free Enterprise et Pride of Free Enterprise. Le Herald of Free Enterprise est entré en service le 29 mai 1980, un ferry ro-ro à triple hélice, c'est-à-dire un ferry roulier pour passagers et véhicules, construit à Bremerhaven, en Allemagne. Le navire utilisait 3 moteurs diesel de 12 cylindres, 8000 chevaux chacun, atteignant une vitesse maximale de 22 nœuds. Pour rester compétitif face aux autres opérateurs de ferry sur la ligne, Townsend Thorsen a commandé la conception du Herald pour un chargement et un déchargement rapide, ainsi qu'une accélération rapide. Le Herald possédait 8 ponts, étiquetés de A à H de haut en bas, les ponts D, E et G servant de pont pour véhicules. Le pont E était supérieur pour véhicules, avec une porte étanche à l'avant et un portail ouvert à l'arrière. Le pont G, principal pour véhicules, avait des portes étanches à l'avant et à l'arrière. Le navire était équipé de portes d'étrave à coquille, composées de 2 panneaux qui s'ouvraient latéralement. Au lieu d'une porte à visière qui se soulève vers le haut, les portes à coquille étaient situées sous la proue, ce qui rendait difficile pour quelqu'un à la passerelle de voir si elles étaient ouvertes ou fermées. À Douvres et Calais, les véhicules embarquaient et débarquaient en même temps sur les ponts E et G grâce à 2 rampes superposées, les double-deck Link Spans. La rampe du bas menait au pont G, celle du haut au pont E. Le Herald avait une superstructure fermée au-dessus du pont de cloison pour les passagers, avec des portes étanches pour empêcher l'eau d'entrer du côté exposé. Il avait des portes étanches et des cloisons là où l'eau pouvait s'accumuler de chaque côté. La proue avait des portes étanches internes et externes, la poupe seulement une externe. Les portes de la proue étaient actionnées hydrauliquement, s'ouvraient en pivotant de chaque côté et étaient rangées contre la coque du navire. Les portes intérieures de la proue servaient de barrières supplémentaires contre l'entrée de l'eau sur le pont principal des véhicules. Elles s'ouvraient vers le bas et se refermaient sur un joint étanche dans la cloison, une section transversale renforcée du navire. Le Herald disposait d'un bon équipement de sauvetage et l'équipage s'exerçait à évacuer le navire en moins de 30 minutes. Le Herald respectait les normes et possédait un équipement supérieur aux exigences. Lui et ses 2 navires jumeaux furent construits pour la liaison Douvres-Calais. Dotés de moteurs puissants, les ferries ro-ro pouvaient traverser la Manche rapidement grâce à leur forte accélération. Ils étaient également conçus pour débarquer rapidement leurs passagers et véhicules, puis embarquer rapidement passagers et véhicules pour le voyage retour. Après la mise en service des navires, Townsend Thorsen s'est vu attribuer une nouvelle ligne entre Douvres et le port belge de Zeebrugge. Les 3 navires de la classe Spirit ont assuré cette nouvelle ligne. Mais la rampe de chargement utilisée à Zeebrugge n'était pas conçue pour les navires de la classe Spirit. Elle ne disposait que d'une rampe à un seul niveau, ce qui signifiait que les ponts E et G devaient être chargés l'un après l'autre plutôt qu'en même temps, et la rampe ne pouvait pas être relevée suffisamment haut pour atteindre le pont E. Le navire devait donc prendre du ballast pour abaisser la proue dans l'eau en l'enfonçant suffisamment pour que la rampe puisse atteindre le pont E. Comme le navire ne pouvait charger qu'un pont à la fois, seuls 2 officiers de pont étaient affectés au chargement et au déchargement, contre 3 officiers à Calais ou à Douvres, et donc les tâches des officiers de pont à Zeebrugge étaient organisées différemment de celles à Calais. Sur la ligne Douvres-Calais, les navires étaient dotés d'un équipage de 4 officiers, un capitaine, 2 premiers officiers et un second officier. Mais pour la ligne Douvres-Zeebrugge, seuls 3 officiers étaient employés, un capitaine, un premier officier et un second officier. Lorsque le Herald a assuré la liaison avec Zeebrugge, l'effectif total des officiers de pont répartis en 5 rotations a été réduit de 15 à 10 officiers. Les 5 membres d'équipage supplémentaires ont été réaffectés ailleurs dans la flotte. Quand le Herald est revenu à Calais, au lieu de retrouver ses 5 officiers initiaux, il a reçu des officiers de navire en maintenance. Ce système faisait que la plupart des officiers temporaires n'assuraient un tant que peu de tâches. Leur principale préoccupation était de charger le navire et de naviguer en toute sécurité entre Douvres et Calais.
Ils se sont moins investis dans l'inspection et l'organisation du navire, ces tâches n'étant pas de leur ressort, ce qui a dégradé la maintenance, la sécurité, la formation de l'équipage et le fonctionnement du navire. Le 6 mars 1987, vers la fin de l'hiver, le Herald commence à charger dans le port de Zeebrugge. Les ballasts à l'avant du Herald sont inondés pour abaisser la proue pendant le chargement du pont E. À 17h40, le chargement du pont E est terminé, alors il déplace la rampe vers le pont G. Le premier officier ordonne de pomper le ballast pour relever la proue. Il faudra plus d'1 heure pour pomper l'eau et ramener le navire à son assiette normale. La traversée du vendredi soir de Zeebrugge à Douvres est assez pleine. Beaucoup de passagers à bord rentrent à Douvres. Le nombre total de passagers est de 459 personnes avec 81 membres d'équipage. Le manifeste du navire compte 539 personnes, 81 voitures, 3 autocars et 47 camions de marchandises. Le Herald est autorisé à transporter un total de 630 personnes, équipage compris, donc le manifeste des passagers est dans les limites du navire. Mais le navire est légèrement en surcharge quand on additionne carburant, eau, passagers, équipage et poids des véhicules. Une surcharge comme celle-ci est assez courante et le capitaine informe même la direction à terre qu'ils sont en surcharge. Le dernier officier sur le pont, le maître d'équipage adjoint Mark Stanley, doit fermer les portes d'étrave avant le largage des amarres. Mais Stanley n'est pas là. Il est parti en pause dans sa cabine après avoir dégagé le pont des voitures. Quand la station portuaire appelle et que le navire largue les amarres, Stanley dort encore dans sa cabine. Le premier officier, Leslie Sabel, doit rester sur le pont pour vérifier la fermeture des portes d'étrave ou être remplacé par Stanley selon l'ordre des événements. Mais il doit rejoindre son poste sur la passerelle, alors il quitte le pont G alors que les portes d'étrave sont encore ouvertes. Il pense que l'assistant maître d'équipage reviendra bientôt de sa cabine. Terence Ayling, premier maître d'équipage, est le dernier sur le pont. Mais ce n'est pas à lui de fermer les portes. Il ignore aussi le départ du premier officier et l'absence de l'assistant maître d'équipage. Dans la timonerie, le capitaine David Lurie croit que les portes du Herald of Free Enterprise sont fermées. Depuis sa position sur la passerelle, il ne peut pas voir les portes, il n'y a pas de voyant lumineux dans la timonerie pour l'alerter du problème, et le premier officier Sabel est censé le prévenir s'il y a un problème avec les portes, mais Sabel ne dit rien. L'équipage du Herald est sous pression pour partir immédiatement. Ils ont déjà 5 minutes de retard à cause de la procédure de chargement plus longue à Zeebrugge et il y a une pression pour faire repartir le navire rapidement. La compagnie a envoyé une note au directeur adjoint datée du 18 août 1986 qui dit « Tous les efforts doivent être faits pour que le navire parte 15 minutes plus tôt. Je m'attends à lire à partir de maintenant que le navire est parti 15 minutes en avance. Mettez la pression sur le premier officier. Si vous pensez qu'il n'agit pas assez vite, mettons les choses au clair. Partir en retard de Zeebrugge n'est pas acceptable. Pour nous, c'est 15 minutes d'avance. » Après avoir terminé les opérations de chargement à Zeebrugge, le Herald commence sa procédure de départ. Il commence à s'éloigner de l'appontement numéro 12 à 18h05. Il recule hors du quai, puis tourne à tribord à l'extrémité de Kennedy Quay. Après avoir terminé sa manœuvre, il se dirige vers la sortie du port à une vitesse de 14 nœuds. Le temps est beau, avec une légère brise d'est et une petite houle. À 18h24 moins de 20 minutes après le départ du moteur, le Herald franchit la jetée extérieure du port. Le Herald est en retard et le capitaine Laurie est impatient de rattraper le temps perdu. Il ignore les limitations de vitesse du navire qui empêcheraient l'eau de passer par l'étrave. Alors que le navire est incliné vers l'avant, le Herald accélère de 14 à 19 nœuds. La proue du navire, déjà basse sur l'eau, s'enfonce encore plus sous la ligne de flottaison, ce qui augmente la hauteur de la vague d'étrave. Dans les eaux peu profondes, le navire subit une force appelée l'effet de squat. Lorsque l'eau passe sous le navire dans des eaux peu profondes, elle est comprimée dans un espace plus étroit, et à mesure que l'eau accélère, elle crée une basse pression qui aspire le navire encore plus vers le bas. La proue du ferry est basse et l'effet de squat l'enfonce davantage. Avec les portes de proue ouvertes, l'eau de mer glacée déferle sur la pelle de proue et s'écoule sur le pont principal.
La plupart des navires sont subdivisés en compartiments étanches, mais un ferry RoRo comme le Herald possède un pont pour véhicules qui est un espace ouvert continu. Alors que le ferry accélère, l'eau de mer s'écoule sur toute la longueur du navire. L'eau lourde augmente le poids du ferry, le poussant bien au-delà de ses limites déjà dépassées. Une couche d'eau inonde toute la longueur du pont principal. Alors que le ferry tangue doucement d'un côté à l'autre dans la légère houle, l'eau suit le mouvement du ferry. Ce phénomène s'appelle l'effet de surface libre. L'eau de mer s'accumule sur le côté gauche du pont des véhicules, déséquilibrant le ferry. En quelques secondes, le ferry gîte de 30 degrés sur bâbord, puis l'eau se stabilise et le navire ne gîte pas davantage. Le capitaine et l'équipage n'ont qu'un instant pour reprendre leur souffle avant que le Herald ne dévie légèrement sur tribord sous le poids de l'eau à bord, puis il s'incline lentement jusqu'à atteindre une gîte de près de 90 degrés. À 18h28, le Herald chavire sur un banc de sable, son tribord dépassant la surface. Ce brusque virage sur tribord dans les derniers instants et le chavirement sur le banc de sable empêchent le Herald de sombrer complètement dans les eaux profondes du centre du chenal. Cette succession d'événements prend moins de 90 secondes. L'équipage n'a pas le temps d'alerter, de lancer un appel de détresse, ni de préparer les canots ou gilets de sauvetage. L'eau envahit vite les systèmes électriques du navire, provoquant des courts-circuits qui coupent l'alimentation principale et de secours, plongeant le ferry dans l'obscurité. La marée est haute et le Herald est couché sur bâbord, à moitié submergé dans des eaux peu profondes, à moins d'un mile du rivage. La drague belge Sunderis réalise des travaux entre la nouvelle et l'ancienne jetée. Sur la rive ouest du chenal, l'équipage voit le Herald virer brusquement à tribord, presque perpendiculairement au chenal. Puis il gîte à bâbord, s'incline sur son côté gauche et chavire sur le banc de sable. 30 secondes plus tard, les lumières du ferry disparaissent. Le Sunderus informe immédiatement le contrôle portuaire de Zeebrugge sur la Very High Frequency, tout en mettant le cap sur les lieux de l'accident. Il signale que les portes d'étrave semblent être grandes ouvertes. Le Sunderus est le premier navire à arriver sur les lieux et l'équipage commence immédiatement à rechercher des survivants à bord du Herald. De nombreuses personnes à tribord, côté surélevé du navire, réussissent à grimper dans les couloirs et à s'échapper sur le flanc du ferry. D'autres sont immergés dans une eau glaciale, sans gilet de sauvetage, dans l'obscurité totale. Certaines personnes parviennent à grimper vers la sécurité, tandis que d'autres luttent pour s'accrocher parmi les débris flottants et les corps. Les membres de l'équipage qui parviennent à sortir sur le côté surélevé du ferry réalisent qu'il y a encore des passagers piégés à l'intérieur du navire. Leur formation a toujours visé l'évacuation du navire en 30 minutes, en mettant à l'eau les canots et en débarquant tous en sécurité. L'équipage n'est pas préparé à ce scénario. Le maître d'équipage Eiling prend la responsabilité d'organiser les efforts de sauvetage. Une équipe de sauvetage de l'équipage entre dans le ferry pour chercher des passagers encore coincés. Une autre équipe attend à l'extérieur du ferry, guide les passagers vers une zone d'attente temporaire et les assiste jusqu'à l'arrivée des secours. La première équipe va à la passerelle pour vérifier les officiers, puis inspecte les zones des passagers. Ils accèdent à l'intérieur en brisant les fenêtres sur la partie supérieure du navire, descendent des cordes dans l'obscurité en dessous et hissent les passagers hors de l'eau. La température de la mer en mars est proche de 0, alors ils luttent contre l'apparition de l'hypothermie. L'équipe à l'intérieur du ferry cherche toute personne encore en vie. Ils doivent agir rapidement et décider vite si une personne inconsciente est morte ou vivante. Ils triquent les corps, les vivants à gauche et les morts à droite. Toute personne qui crie est prise en priorité. Alors qu'ils avancent dans les couloirs inondés dans l'obscurité, l'équipage entend les voix de leurs collègues appelant à l'aide. La seule chose pire que d'entendre les pleurs, c'est quand les voix se taisent. Les secours n'ont pas mis longtemps à arriver, mais l'équipage du Herald reste sur l'épave pour aider à évacuer les passagers encore en vie. Les membres d'équipage continuent de travailler jusqu'à s'effondrer d'épuisement ou jusqu'à ce que les secours les évacuent. Le contrôle portuaire de Zeebrugge lance une alerte Mayday à tous les navires pour demander de l'aide. Des ferries, remorqueurs, une barge-grue et de nombreux petits bateaux, dont des bateaux de pêche, arrivent sur place et fouillent la zone pour trouver des survivants. Le navire roulier Gabriel Vert jette l'ancre juste à l'ouest de l'épave et prépare une hélisurface sur son pont supérieur. Ensuite, ils ouvrent leur rampe arrière pour accueillir les blessés.
Des hélicoptères de la force aérienne belge et des plongeurs de la marine arrivent à 19h25. Ils coordonnent l'opération de sauvetage qui inclut des navires de guerre d'Angleterre, des Pays-Bas et d'Allemagne. La police, les pompiers et les secours portuaires sont prêts à accueillir les survivants à terre. Des flottes d'ambulances sont prêtes à transporter les survivants vers 6 hôpitaux en alerte maximale. Des bénévoles de la Croix-Rouge, issus de tous horizons, se mobilisent pour apporter du réconfort aux survivants et à leurs proches. Les recherches se poursuivent jusqu'au petit matin. À 2h15, juste après la marée basse, les sauveteurs commencent une fouille systématique de l'épave. La marée commence à remonter. À 2h45, la marée montante oblige l'équipe de secours à suspendre les recherches et à les reprendre en plein jour, lorsque la marée commencera à redescendre. La plupart des victimes, encore piégées à l'intérieur du navire, meurent d'hypothermie dans une eau proche du point de congélation. Malgré les efforts de la garde côtière, de la marine et des civils, plus d'un tiers des passagers ne survivent pas. 193 vies sont perdues, dont la moitié des 83 membres d'équipage. La majorité des victimes sont britanniques. Presque tous meurent de noyade ou d'hypothermie. Fin avril 1987, le Herald a été renfloué et remorqué vers un chantier naval du port de Vlissingen, aux Pays-Bas. Le projet initial était de réparer le navire et de le remettre en service, mais faute d'acheteurs, le Herald a été vendu à la ferraille. La marque Townsend Touriston a été recouverte de peinture pour son dernier voyage vers une casse à Taïwan. En octobre 1987, le jury de l'enquête du coroner a rendu 187 verdicts d'homicide illégal. 7 employés de la société ont été inculpés d'homicide involontaire par négligence grave et P et O, Ferries européen, d'homicide involontaire d'entreprise. Mais l'affaire s'est effondrée lorsque le juge a ordonné au jury d'acquitter la société et les 5 accusés les plus haut placés. La loi sur la marine marchande de 1979 stipule qu'il n'est pas illégal pour un ferry ro-ro de prendre la mer avec ses portes d'étrave ouvertes. Depuis, de nombreuses améliorations de conception ont été intégrées dans la réglementation. Des indicateurs à la proue signalent l'ouverture des portes d'étrave. Des rampes étanches installées à la proue à l'avant du navire et des clapets de décharge qui permettent à l'eau de s'échapper du pont des véhicules. En 1990, la hauteur entre le pont des véhicules et la ligne de flottaison a été portée de 76 à 125 cm pour tous les nouveaux navires ro-ro. Certains ont supprimé la porte d'étrave et utilisent seulement une porte arrière. De nouvelles règles de l'Organisation maritime internationale interdisent désormais un pont ouvert et non divisé de cette longueur sur un navire à passagers ro-ro. Les 2 navires jumeaux du Herald ont navigué pendant près de 2 décennies avant d'être retirés du service et démolis en 2012 et 2015. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour voir une autre catastrophe.